Bonjour à tous, je m'appelle Raphaël, je suis co-tuteur en L2 médecine et je vais vous présenter cette armature de chimie. Donc vous avez dû voir le sujet qu'on vous avait mis en ligne avec 6 exercices il me semble. Donc là on commence avec un exercice de base qui tombe vraiment tout le temps au concours, c'est vraiment des questions type. On vous a mis vraiment ce qui tombe dans les annales toutes les années quoi. Donc là, on a deux isotopes stables, le gallium 69 et 71. Il donne la masse moyenne du gallium et plusieurs informations qui vont vous être utiles. Tout d'abord, il demande la définition d'un isotope. Alors, qu'est-ce qu'un isotope? Un isotope, ce sont des nucléides d'un même élément chimique avec le même numéro atomique, le même nombre de protons. Donc là, on a l'atome avec le nombre de nucléons. Et ici le numéro atomique, donc le nombre de protons Z. Donc un isotope, ils ont le même numéro atomique Z, mais un nombre de neutrons différent. Et le nombre de nucléons, c'est égal au numéro atomique, donc nombre de protons plus le nombre de nucléons. Donc ce qui fait que du coup, les isotopes, ils ont le même numéro atomique Z, mais un nombre de nucléons A différent. Ensuite, deuxième question, calculer les énergies de liaison par nucléon du gallium 69 et du gallium 71 en mégaélectronvolts par nucléon. Ok, donc du coup, pour calculer l'énergie de liaison, on utilise la formule qui est à connaître qui est le défaut de masse multiplié par C au carré. Le défaut de masse, on le calcule avec la formule qui est aussi absolument à connaître, qui est égale au nombre de protons, donc Z fois la masse d'un proton, plus le nombre de protons, donc le nombre de nucléons moins le nombre de protons, fois la masse d'un neutron, et tout ça moins la masse du noyau expérimental, donc celle qui est donnée dans l'énoncé. Hop. Donc du coup ici on a le nombre de protons Z multiplié par la masse d'un proton en UMA. Donc moi je vous conseille d'apprendre directement, enfin vous allez le retenir à force de faire des exos, mais je vous conseille d'apprendre directement que la masse d'un proton c'est 1,00727 UMA, plus 38, donc le nombre de neutrons, fois 1,00866 UMA, pareil c'est mieux de le retenir. Et là, attention, il y avait un petit piège, il fallait faire attention parce que dans l'énoncé, on donnait la masse de l'atome entier et pas seulement du noyau. Donc du coup, il faut retirer la masse des électrons. Donc la masse des électrons, on fait 31, donc le même que le nombre de protons, fois, là on convertit en UMA, c'est pareil. Ça, c'est égal à 5,5 fois 10 puissance moins 4, donc UMA, donc vous pouvez le retenir aussi au lieu de faire la conversion comme ça à chaque fois, c'est assez long. Et on multiplie le tout par 931,5 qui correspond à C au carré, ce qui va nous donner au final 596 mégaélectronvolts. Vu qu'on a 69 nucléons et qu'on ne nous demande pas juste l'énergie de liaison, attention à ne pas se faire avoir là-dessus, on divise 596 par 69, ce qui nous donne 8,64 mégaélectronvolts par nucléon. Du coup, pour le gallium 71, je vais aller plus vite parce que c'est exactement le même raisonnement. Donc là, on a le nombre de protons fois la masse de protons. Ici, on a le nombre de protons vu que c'est un isotope qui change, donc c'est 40 fois 1,0866. Ici, encore une fois, on a la masse de l'atome à laquelle on soustrait la masse des électrons, ce qui nous donne 624 mégaélectronvolts pour l'énergie de liaison. On divise par 71, attention, le nombre de nucléons il change, vu que le nombre de neutrons change, et ça nous donne 8,79 mégaélectronvolts par électron. Donc voilà, attention, la masse de l'atome dans l'énoncé, il faut soustraire la masse d'électrons pour obtenir la masse du noyau. Du coup on va voir. Troisième question, quel est l'isotope le plus stable? Donc ça c'est une question récurrente mais qui est vraiment pas très compliquée si vous savez calculer l'énergie de liaison par nucléon. Plus l'énergie de liaison par nucléon est élevée, plus l'atome est stable. Donc là, vu que celle du gallium 71 était plus élevée, ça veut dire qu'il est le plus stable. C'est pas très compliqué, voilà. Ensuite, dernière question de cet exercice, calculer les abondances du gallium 69 et du gallium 71.
Donc quand on dit abondance, ça veut dire le pourcentage de chaque isotope dans le nucléide, en gros. Donc là, pour le calculer, vous pouvez faire un tableau pour vous aider. Moi, je ne le faisais pas forcément, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui le faisaient parce que ça les aide beaucoup. Donc là, dans l'énoncé, il donne la masse atomique de chaque isotope et on a X et Y, deux inconnus pour avoir les abondances. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une équation en double inconnu en partant de la formule de base qu'il faut savoir aussi par cœur parce que c'est une question qui tombe tout le temps au concours ça. M est égal à la somme des abondances fois la masse de chaque isotope. Donc là, on sait du coup que la masse moyenne du nucléide, c'est 69,7231. On peut donc faire, grâce à cette formule, que c'est égal à la masse du gallium-69 fois son abondance, plus la masse du gallium-71 fois son abondance. Du coup, on crée l'équation à double inconnu qui est là, où on a du coup ce que je viens de dire ici, et du coup la somme des deux abondances qui est égale à 100%, 1. D'accord ? Donc maintenant, c'est une résolution à double inconnu d'une équation. Pour ceux qui ne savent pas trop faire, entraînez-vous parce que ça a beaucoup tourné au concours. Mais en général, ça a été fait au lycée, du coup, en général, on sait le faire. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est du coup isoler le x. Et une fois qu'on a isolé le x, on le remplace dans l'équation, ici. Et on se retrouve avec seulement un y dans une équation, ce qui fait qu'on peut résoudre la première équation en mettant y est égal à 0,3979 et ensuite on n'a plus qu'à remplacer le y dans la deuxième équation ici, ce qui nous donne x est égal à 0,6021. Donc quand on met ça en pourcentage, ça fait 60,21% pour le gallium-69 et 39,69% pour le gallium-71. Fin du premier exercice, on va passer au deuxième exercice qui, encore une fois, est un exercice... de toute façon, pour cette armature, on a fait vraiment les exercices de base qui tomberont au concours. Donc, ici, on nous demande de rappeler les différents nombres quantiques ainsi que leurs valeurs possibles et leurs définitions. Donc ça, c'est du cours, c'est tout bête, mais c'est à savoir parce que ça tombe tout le temps. N, premier nombre quantique principal, doit obligatoirement être supérieur ou égal à 1. Définit l'énergie de l'électron. L, nombre quantique secondaire ou azimutal, valeur comprise entre 0 et n-1. Et il définit la forme de l'orbital atomique. Okay. M, nombre quantique magnétique, il faut retenir les noms aussi, je sais que c'est chiant mais il faut les retenir. Et il doit être situé entre la valeur de moins L et plus L qui correspond au nombre quantique d'avant. S, spin, il peut avoir seulement deux valeurs, moins 1,5 ou plus 1,5. C'est pas situé entre moins 1,5 et plus 1,5. C'est soit moins 1,5, soit plus 1,5. Voilà. Donc dès que vous voyez qu'il vous propose un S en une autre valeur que plus ou moins 1,5, c'est faux. Ensuite, deuxième question, rappelez la définition des orbitales atomiques ainsi que l'ordre de remplissage de ces orbitales. Une orbitale atomique, c'est une zone où on a une grande probabilité de retrouver des électrons. Il en existe plusieurs. S, P, D ou F, qui sont dans un ordre de remplissage spécifique qu'on va voir après, qui possèdent chacune des formes particulières. L'ordre de remplissage, donc il y a plusieurs techniques, soit vous les apprenez par cœur, bon, c'est pas très compliqué, parce qu'en soi, il y a juste une ou deux exceptions, enfin 3 ou 4 exceptions, et sinon ça se ressemble beaucoup. 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, etc., etc., etc. Je ne vais pas tous les faire. Donc là on a le tableau périodique et l'ordre de remplissage, si on regarde bien ça se voit, là on a 1S2 avec les deux premières, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, etc. Donc il nous demande de calculer la configuration électronique des éléments suivants, donc carbone, oxygène, chlore sous forme de Cl- et fer sous forme d'Fe2+. Et du coup, le carbone, le plus simple, c'est de regarder avec le tableau. On fait 1 S2 ici, 2 S2 ici et 2 P2 ici, parce qu'à partir d'ici, c'est la couche P, donc voilà. Du coup, le carbone, ça donne 1 S2, 2 S2, 2 P2. Et le remplissage, on a une orbitale pour le S, une orbitale pour l'autre S et 3 pour le P, ce qui donne cela, quoi.
Oxygène maintenant, l'oxygène c'est pareil que le carbone, sauf que là il y en a 4, du coup ça fait 2P4, 1S2, 2S2, 2P4. C'est pareil, sauf que du coup sur la dernière couche il y a 4 électrons au lieu d'en avoir 2. Cl-, donc là on est à 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P1, 2, 3, 4, 5 pour le chlore, sauf qu'il faut faire attention, c'est un ion, il y a un moins, donc du coup il a un électron de plus, ça fait 3P6. Donc là, vu qu'il a toutes ces couches de saturé, bah du coup Cl-, il a toutes les orbitales qui possèdent 2 électrons avec 2 spins différents. Ensuite, pour finir, Fe2+, donc là, Fe2+, ça fait 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Et là, on a donc 4S2, parce qu'il y a une petite exception avec la règle de Klejkovski. Et là, ça fait 3D, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sauf que c'est l'ion Fe2+, donc du coup, ça va nous enlever 2 électrons. Et là, attention, parce que c'est là qu'il y a une exception à cette règle, c'est que c'est les électrons de la couche la plus éloignée qui vont être arrachés. Donc en l'occurrence, ça va être ceux de la couche 4S2. C'est une exception, c'est à retenir, il faut faire attention parce que il y a souvent ce piège-là qui tombe au partiel. Ensuite, ils nous ont demandé de calculer le nombre d'électrons de valence par atome. Le nombre d'électrons de valence par atome, c'est le nombre d'électrons présents sur la dernière couche. Donc pour le carbone, sur la couche 2, il y en a 4. L'oxygène, sur la couche 2, il y en a 6. Le Cl- sur la couche 3, il y en a 8. Et du coup, le fer, il n'y a que 6 électrons de valence parce qu'à partir du moment où il y a une couche D, on oublie les couches 3 d'avant. Et du coup, on se retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 électrons sur la couche de valence. Deux dernières questions de cet exercice. On nous demande du coup de représenter à l'aide de flèches allant de la valeur la plus faible, l'électronégativité, le rayon atomique et l'énergie des ondes. Donc ça, encore une fois, c'est du cours, c'est à apprendre par cœur. Du coup, l'électronégativité et l'énergie de liaison, plus on ira vers en haut à droite du tableau, plus elle sera élevée. Et le rayon atomique, c'est totalement l'inverse. Plus on va vers en bas à gauche du tableau, plus il est élevé. Donc ensuite, il nous demande de classer les éléments par ordre croissant d'électronégativité. L'oxygène, le brome, le carbone, le fluor, oui, le K et le magnésium. Du coup, le K, il va être le moins électronégatif parce qu'il est positionné là. Le Mg, il va se situer en deuxième position. Ensuite, on va avoir le carbone qui est plus électronégatif que le brome car il est plus éloigné par rapport au fluor qui est l'atome le plus électronégatif, sachant que les gaz rares ne comptent pas. 1, 2, 3 cases du fluor alors que le brome est à 2 cases du fluor, ce qui rend le brome plus électronégatif que le carbone. Donc, du coup, carbone moins électronégatif que le brome. Et on finit par l'oxygène et enfin le fluor. Alors bonjour à tous, je m'appelle Mickaël, je suis tuteur et je suis en deuxième année de médecine et je vais vous présenter un exercice sur la géométrie VSEPR. Donc c'est une grosse partie de votre programme en chimie générale. Et donc on est parti. Alors ici on a un tableau, hein, c'est un format qui est déjà tombé au concours de PACES, donc dans vos partiels c'est susceptible de tomber. Alors dans ce concours on voit qu'il y a par colonne, donc ça se lit par colonne, hein. Une colonne c'est une molécule et on voit que chaque colonne correspond à un item. Donc on va y aller item par item, donc colonne par colonne. On va commencer par l'item A. Alors on nous parle de la molécule PCl4+. Alors premier réflexe à avoir, donc pour chaque molécule, il faut la dessiner. C'est hyper important, il faut savoir dessiner la représentation de Lewis de la molécule. Alors, je vais la faire ici. C'est parti. Donc, première étape, on dessine l'atome central. L'atome central, comme on le sait, c'est écrit là. Tout ce qui est en gras ici, c'est les atomes centraux. Donc ici, l'atome central, c'est P. Donc ici, P. Et ensuite, on dessine nos 4 atomes de chlore. On va les dessiner autour du P. Voilà, j'ai la molécule ici, mais je vais vous la redessiner pour montrer les étapes. Voilà. Ensuite, il nous faut déterminer le nombre d'électrons de valence du phosphore. Alors,
Pour cela, on va s'aider du tableau périodique comme tout à l'heure. Alors, on vous a présenté une méthode pour calculer le nombre d'électrons de valence. Je vais vous en montrer une autre à partir du tableau périodique. Donc ici, on veut le nombre d'électrons de valence du phosphore qui se situe ici. Donc on compte 1, 2, 3, 4, 5 électrons de valence. On compte de gauche à droite sur le tableau et on a le nombre d'électrons de valence. On prend l'exemple de l'oxygène, du chlore qu'on aura besoin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 électrons de valence. Voilà, on compte de gauche à droite. Donc phosphore, on a dit 5 électrons de valence. Alors on revient là. 5 électrons de valence, on va les représenter par des petits points. Un point, c'est un électron. Donc on a 5 points autour du phosphore. 3, 4, 5. Ensuite, on a dit que le chlore c'était 7 électrons de valence. Donc on va mettre nos petits points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Maintenant, je vous prends l'exemple d'un chlore, mais on ne le fera pas pour tous. Donc maintenant, il faut faire des liaisons entre les deux atomes. Donc là, on va prendre un électron et hop là, on a formé une liaison. On va le faire pour celui-là aussi, pour celui-là et pour celui-là. Donc là, on a notre molécule. Alors, on va bien faire la liaison. Voilà. Et on voit qu'ici, il y a un électron du phosphore qui est tout seul. Et en fait, cet électron, en fait, il va pas exister. Le phosphore, il va pas prendre d'électrons en plus. Il va juste mettre une charge plus. Alors cette charge plus, on peut le voir ici, hein, elle est symbolisée dans le tableau. Et ça nous indique que la molécule elle est chargée positivement. Donc c'est important à prendre en compte. Il faut qu'il y ait une charge plus quelque part ici. Cette charge plus, ça va être sur le phosphore ici. Donc voilà, j'ai dessiné la molécule ici. Et une fois qu'on a dessiné la molécule, on est bon. Type moléculaire AX4, ça c'est du par cœur dans votre tableau. Donc A c'est l'atome central, X c'est le nombre d'atomes périphériques. Donc on en a 4, donc AX4. Ok, on a 4 Cl. Géométrie tétraèdre, ça c'est du par cœur, il n'y a pas de. C'est à apprendre par cœur votre tableau. Hybridation, alors hybridation SP3, ça vous l'avez pas fait dans votre mineur en lieu santé. Vous l'avez peut-être fait dans votre majeur, mais en tout cas en lieu santé vous l'avez pas fait, donc on se préoccupe pas de ça ici. Mais vous pouvez quand même, c'est vraiment on va prendre par cœur l'hybridation. Et le nombre d'oxydation, alors ça c'est là où vous l'avez fait, c'est assez important. Donc pour le déterminer, on peut citer de la géométrie de la molécule ici. Donc on a dessiné notre molécule et il faut déjà déterminer lequel des atomes est le plus électronégatif. Donc ici, on vient sur notre tableau périodique et on voit que le Cl est bien plus électronégatif que le phosphore. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Je vous ai dit, mais parce que le Cl est plus proche du fluor que le phosphore l'est. Il est bien plus à droite. Alors qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire que électronégativité, en gros, c'est-à-dire que le Cl attire les électrons vers lui. Donc ici, la flèche bleue, ça symbolise le mouvement des électrons. Donc les électrons, ils vont aller vers le Cl et ça va créer une liaison polarisée. Donc avec une charge partielle, attention, une charge partielle, ici elle va être moins et ici elle va être plus parce que le Cl va attirer les électrons de la liaison vers lui. Et en fait, vous voyez, la liaison, les électrons ils vont aller vers le Cl. Et en fait, le phosphore va perdre virtuellement des électrons. Donc ici, il va perdre 4 électrons virtuellement par les liaisons. Donc on peut se dire, oh bah ok, du coup le nombre d'oxydation c'est plus 4. Alors vous voyez ici, hop, dans l'item qu'on vous a mis, on vous a dit, le nombre d'oxydation c'est plus 4. Donc vous mettez l'item vrai, sauf que non, il est faux. Pourquoi? Parce que c'est plus 5. Pourquoi plus 5? Parce que il y a la charge plus du phosphore ici. Charge plus, c'est-à-dire qu'il a un électron en moins, je vous ai dit. Donc il perd 4 électrons virtuellement plus 1 électron en moins, donc ça fait 4 plus 1 et ça fait 5. Ok, donc il y a plein d'exemples, chaque item est un exemple, donc on est parti. Item B, on avait cette colonne là avec la molécule de NO3-. Bon, on va la dessiner comme tout à l'heure, on va aller assez vite. Donc N, on revient sur le tableau périodique. N, on a dit 1, 2, 3, 4, 5 électrons de valence. Ok. Donc, on met nos 5 petits points. 1, 2, 3, 4, 5. On a dit il y a 3 O autour. Donc, 1, 2, 3. Maintenant, il faut les lier tout ça. Pour faire nos liaisons, on sait que le O, on l'a dit tout à l'heure, c'est 6 électrons de valence. Donc, ça fait 1, 2, 3,
4, 5, 6. On va lier notre azote et notre oxygène. Et en fait, ce qui va se passer ici, c'est qu'on aura une double liaison. Toujours un O, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que un oxygène, il va toujours avoir 2 doublés non liants et 2 liaisons. Il sera toujours lié à 2. Sauf dans des cas où il sera chargé négativement. Dans le cas où il est chargé négativement, c'est-à-dire qu'il sera lié qu'à une seule liaison à son atome adjacent. Donc ici, il aura 3 doublés non liants. Alors, ici, il aura une charge négative. Pourquoi? Ici, quand on compte les électrons autour de l'oxygène, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 électrons. Je vous ai dit, l'atome d'oxygène, il a 6 électrons de valence. Donc, il a un électron en surplus. Donc, il aura une charge négative, parce qu'un électron, c'est une charge négative. Ok? Et ici, on a pareil une liaison. Et une liaison, pour l'oxygène, il va être chargé négativement. Maintenant, on voit que l'azote ici, il a combien d'électrons autour de lui? 1, 2, 3, 4. Je vous avais dit, la valence c'est 5. Donc, il lui manque un électron. Il va donc être chargé positivement. Maintenant, vous allez me dire, mais comment on fait pour savoir s'il y a une liaison ou 2 liaisons entre l'atome d'azote et d'oxygène? Donc ça, c'est important, très important à savoir. C'est que il faut que pour chaque atome non hypervalent, je parle bien des atomes qui sont non hypervalents. Hypervalent, c'est, on le verra après, c'est à partir de la 3e période, donc la 3e ligne du tableau périodique. Ici, les atomes sont non hypervalents. Donc en fait, ils vont toujours respecter la règle de l'octet qui dit qu'il faut qu'il y ait 4 doublés autour d'un atome. Donc 4 petits traits. Ici, autour de l'atome d'oxygène, on a bien 1, 2, 3, 4 traits. L'atome d'azote, on a bien 1, 2, 3, 4. Donc vous vous rendez compte ici qu'on n'aurait pas pu mettre une double liaison ici. En soi, ça paraît logique de mettre une double liaison ici. Comme ça, ici, lui, il n'est pas chargé positivement. Et lui, il n'est pas chargé négativement. En soi, c'est intuitif. Sauf que non, il faut absolument qu'il n'y ait que 4. Là, si on en a 5. Non, ça, c'est faux. Il y en a obligatoirement que 4 doublés autour de l'azote. Du coup, hop, plus. Et lui, moins. Et en fait, ici, on se rend compte que la charge, c'est moins, et notre moins. Et donc, on additionne les charges, c'est moins, plus, moins. Du coup, ça fait en tout une charge globale moins. Ok, du coup, on a fait une molécule. Et on peut passer à la suite, qui est plus rapide. Type moléculaire AX3, donc atome d'azote, X3, il y a 3 atomes d'oxygène. Il n'y a pas de E1 parce qu'il n'y a pas de doublé non lien avec l'azote. On le verra ça plus tard. Géométrie triangle plan, connaître par cœur. Hybridation sp2, on ne s'en préoccupe pas vraiment. Et nombre d'oxydation. Le nombre d'oxydation, comment on va le déterminer? On sait que l'oxygène est plus électronégatif que l'azote, donc il va tirer les électrons vers lui. On va le voir ici. Ici, on voit bien que ces liaisons là, l'azote il va perdre un électron qui va partir comme ça, un deuxième, un troisième et un quatrième. Je vous dis que l'azote est aussi chargé positivement. Donc là, il y a une charge plus ici là. On la voit pas vraiment, mais il y a une charge plus. Donc il va perdre 1, 2, 3, 4, 5 électrons. Donc son nombre d'oxydation, ça va être plus 5. Alors imaginons, on avait eu on verra ça plus tard si on a vu un atome très électronégatif au centre. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Alors, item C, donc on part sur une autre molécule avec cette fois-ci du SeOF2. Alors Se, qu'est-ce que c'est? C'est un atome, c'est le sélénium. Donc on va chercher un peu où il est dans le tableau périodique, c'est un réflexe à avoir. Le jour des partiels, vous aurez ce tableau périodique, donc ça va vraiment vous aider. Donc sélénium, il se situe ici, donc on compte son nombre d'électrons de valence. Donc ici, quand on compte le nombre d'électrons de valence, on fait 1, 2 et hop, on saute toute cette partie-là avec les deux lignes. Donc on fait 1, 2 et 3 et 4 et 5 et 6. On compte pas cette partie-là, donc on saute. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 électrons de valence. Ok, on est parti. Et on avait quoi? On avait l'oxygène et le fluor. Le fluor, combien d'électrons de valence? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 électrons de valence. On est parti. Alors, on dessine la molécule. Alors ici, SeOF2, vous le dessinez ici. Donc ici, on voit bien, je vais pas la redessiner, mais on voit bien sélénium relié à un oxygène et 2 fluor. Et ici, on voit bien que l'oxygène il a bien 2
liaisons, et ici on les a pas mis, mais il y a un doublé non liant. Il y a deux doublés non liants, pardon, on a bien 1, 2, 3, 4 traits autour. Le sélénium, 1, 2, 3, 4, 5. Alors on se dit, mais attends, enfin, tu m'avais dit que c'était le 4 doublés autour, là on en a 5. Logiquement, c'est pas censé marcher, sauf que ce qu'il faut savoir, c'est comme je l'ai dit, c'est un atome hypervalent. Comment on le sait? C'est qu'à partir de la troisième ligne, ici, ces atomes-là, sont capables de former 5, 6, 7, 8 de traits, donc doublés autour d'eux. Donc là, il n'y a plus la règle de l'octet vraiment qui se respecte. Si la règle de l'octet doit être respectée, mais voilà, il peut avoir plein d'électrons autour de lui, plein de doublés autour de lui, c'est pas très grave. Donc ici, le fluor, 7 électrons de valence, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pareil ici. Et donc ici, si on compte le nombre d'électrons de valence autour du sélénium, on dit qu'il y en avait 6, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, le compte est bon. On était obligé de le mettre, ce doublé non liant. Sinon, si on l'avait pas mis, on n'avait que 4 électrons de valence, ce qui est faux. Ça aurait dû dire qu'il aurait 2 charges positives, or on veut pas ça, parce qu'on le voit bien dans notre molécule, elle est neutre, il n'y a pas de charge. Donc une fois qu'on a fait ça, on va déterminer le type moléculaire. Là on dit c'est AX3E1. AX3, il y a 3 atomes autour. E1 parce que E c'est le nombre de doublés non liants. Ici il y en a 1. Ok, il y a le nombre de doublés non liants autour de l'atome central. Donc ici l'atome central c'est sélénium. Géométrie pyramide trigonale à apprendre par cœur. Hybridation, ok. Et nombre d'oxydation. Donc ça pareil, comment on va faire? On va déterminer lesquels sont les plus électronégatifs. Ici on vous a dit tout à l'heure que le fluor et l'oxygène c'était vraiment les deux plus électronégatifs. Donc ils vont attirer les électrons du sélénium vers eux-mêmes. Donc ici le sélénium il va perdre 1, 2, 3, 4 électrons. Virtuellement il va les perdre, il les perd pas vraiment. Il n'est pas chargé, le sélénium c'est des charges partielles, on appelle ça comme ça. Donc il va être chargé partiellement positivement. Donc ça va être du coup un nombre d'oxydation de plus 4. Il va perdre virtuellement 4 électrons à cause de sa faible électronégativité. Donc l'item est donc vrai, ici tout est bon, tout correspond aux caractéristiques de la molécule. Item D, donc là on a une molécule assez complexe avec 4 atomes cette fois-ci périphériques. Et on nous dit ici que IO2F2. Alors là ici pour déterminer l'atome central, c'est indiqué dans l'énoncé, c'est l'atome d'iode ici. Ensuite, bon, on est parti. Alors, donc le thème est faux, mais on verra pourquoi. IO2F2-, donc il y a une charge moins, il faudra la caler quelque part. C'est parti, donc on place notre... Je vais la dessiner celle-là parce qu'elle est assez complexe. Donc ici on a notre I, F, O, O, F. Et en fait ici vous voyez que toujours F, il n'y a qu'une liaison avec les F. Les oxygènes, vous avez dit qu'il y avait 2 liaisons. Sauf que là, on a un problème. Parce que l'iode, le nombre d'électrons de valence, c'était, je vous avais dit, 7. Je vous l'ai pas dit, mais en gros, voilà, c'est 7. Vous pouvez le trouver sur le tableau périodique. Ici, si on compte le nombre d'électrons autour de l'iode, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Maintenant, on se dit, bon, bah, on va le charger positivement, l'iode, s'il manque un électron. Sauf que non, ça marche pas. Ici, on peut pas, c'est une charge négative. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un doublet non liant autour de l'iode. L'iode, c'est un atome hypervalent. Comment on le sait? Il est dans le tableau périodique, il se situe vraiment à la dernière, enfin la 4e ligne, même à la 5e ligne. Donc, il peut vraiment former plein de doublets autour de lui. Donc ici, voilà. Maintenant, on se dit, mais il y a un problème, parce qu'ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8 électrons. Là, il y a un électron en plus. Donc là, on a le choix. Soit on dit, on met la charge négative sur l'iode, ça marche. Ou sinon, comme on l'a fait ici, on enlève ces charges négatives sur l'iode et on la met sur l'oxygène. D'accord? Les deux fonctionnent, ça s'appelle la mésomérie, vous l'avez vu dans le cours. On va pas détailler ça ici. Mais voilà, les deux fonctionnent. Ici, on la met sur l'oxygène. Mais on a toujours une charge négative, donc ça marche. Type moléculaire AX4E1, dans les deux cas on avait un doublet non liant ici. Donc AX4, il y avait 4 atomes périphériques, un doublet non liant, donc AX4E1. D'ailleurs c'était ça l'erreur, parce que si on revient sur l'énoncé, on avait dit que
ici c'est juste AX4, ce qui rend l'item faux parce que c'est AX4E1. Ok, géométrie papillon, ça correspond à AX4E1, donc c'était bon. Voilà, à prendre par cœur, hybridation et nombre d'oxydation plus 5. Alors, pareil que tout à l'heure. Alors, l'iode, il est bien moins électronégatif que le fluor et l'oxygène. Comme je l'ai dit, E2, ils attirent toujours les électrons vers eux. Du coup, il perd 1, 2, 3, 4, 5 électrons. Nombre d'oxydation plus 5. Un plus qu'il a perdu les électrons. Et on finit avec l'item E. L'item E, alors lui, c'est une molécule assez spéciale. C'est une molécule de xénon OF4. Alors là, il y a beaucoup d'atomes périphériques. On est parti. Alors xénon, bizarrement, on se dit, mais attends, mais c'est un gaz rare, c'est un gaz noble. Hein. Il a combien d'électrons de valence? Il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ce qu'il faut savoir, c'est les gaz nobles, ils sont tout seuls, mais ils peuvent rentrer dans les molécules. C'est très rare, mais ça peut exister. Donc, comment on la dessine cette molécule de xénon OF4? On dessine notre xénon au milieu, on dessine nos 4 molécules, et alors je vous l'ai dit, il faut absolument qu'il y ait 8 électrons autour du xénon. Donc xénon, il peut former plein de doublés autour de lui. Là, vous voyez, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il n'y en a plus 4, hein, ça respecte plus vraiment la règle. Et oxygène, on se rappelle, c'est toujours 2 doublés non liants, 2 liaisons. Fluor, hop, je dessine les doublés non liants, toujours une liaison avec le fluor. Ici, la molécule elle est chargée, elle n'a pas de charge. Donc ici, il n'y a pas de charge a priori ici. Et le xénon, si on compte le nombre d'électrons autour du xénon, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On est bon. Il y a bien 8 électrons de valence, il y a 8 électrons autour de lui. Type moléculaire avec ce 5E1, 5 électrons périphériques, E1, il y a un doublé non liant. Géométrie pyramide carrée à prendre par cœur. Hybridation et nombre d'oxydation plus 6. Pourquoi? Parce que oxygène fluor, toujours très électronégatif. Il perd 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Il n'y a pas de charge ici, il perd 6 électrons virtuellement encore. Donc l'item E était vrai, il n'y avait pas de problème. Donc les bonnes réponses de cette question étaient BDE. Voilà, c'est tout pour la chimie générale. Maintenant, alors on est parti maintenant pour la chimie organique. Alors c'est pareil, une question sous forme d'item comme vous pouvez avoir au partiel. Donc en forme de QCM. Donc on demande les réponses qui correspondent aux règles de nomenclature internationale. Donc les bonnes nomenclatures. Alors, item A, on nous propose l'acide 4-oxobutanoïque. Alors, réflexe à avoir, on va dessiner la molécule parce qu'il faut absolument dessiner la molécule pour voir si l'item est vrai ou faux. Alors, ça c'est la réponse, mais on verra ça plus tard. Alors, l'item A, on nous dit il est faux, l'acétone ne peut pas être placée sur le 4e carbone parce qu'elle ne peut pas être en bout de chaîne. Alors, on va dessiner ça. Ici, c'est la molécule. Donc on a dit dans l'item, on appelait ça acide 4-oxobutanoïque. Donc ça c'est l'acide carboxylique. Ok. Donc ça on compte toujours pour déterminer dans quel sens on va compter la chaîne carbonée. On va aller du plus prioritaire au moins prioritaire. Donc ici c'est le plus prioritaire, toujours acide carboxylique le plus prioritaire. On va faire 1, 2, 3, 4. Ça c'est, on compte comme ça le nombre de carbone. Vous l'avez vu au lycée ça. Donc ici on nous avait dit 4 oxo. Donc on nous avait dit que carbone 4, il y avait un cétone. Oxo, c'est le préfixe de cétone. Mais c'est pas possible. Parce que si on a sur le carbone 4 un cétone, on a obligatoirement un aldéhyde. Parce que le carbone aura un H, obligatoirement. Donc le cétone est toujours en milieu de chaîne. Il ne peut pas être situé en fin de chaîne. Ici, on avait dit en mettant à la 4e position, on disait qu'il était en fin de chaîne. Or, il est toujours en milieu de chaîne. Ou, en tout cas, il n'est pas situé en fin de chaîne. Donc ici ça forme un aldéhyde. Donc le nom correct de cette molécule serait acide 4-formylbutanoïque. Formyl c'est le préfixe de aldéhyde. Ok. Maintenant l'item B, on nous proposait le thiol 2-thiol 3-amino hept 1N. Alors celui-là il est faux. Pourquoi il est faux? Parce que, je vais effacer ça. Parce que en fait ici on classe les préfixes des substituants par ordre alphabétique et non numérique. Ça c'est important. La bonne réponse est donc 3 amino heptain N de thiol. Thiol est prioritaire par rapport à l'amine. On va voir la molécule. Ça c'est la molécule. Alors ici, on nous avait proposé un 1N, 2 thiol, 3 amino heptain N. Le truc c'est qu'ici,
thiol c'est la fonction prioritaire, ça c'est le tableau à prendre par cœur. NH2 est moins prioritaire que le thiol. Thiol c'est SH. Donc ici on a bien la chaîne carbonée, elle est faite de 7 carbones, donc on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attendez. Oui, il manque 1, 2, 3, 4, 5, 6, il manque un petit carbone ici, désolé, ça a coupé. Mais c'est pas très grave. Donc ici on dit qu'on compte toujours du sens où il y a le plus de fonctions, la fonction plus prioritaire. Donc ici on compte d'ici, hein, on compte pas de là. Donc là ça ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e carbone. Et donc ici on nous dit que 1N, donc on a une double liaison au carbone 1. On a une liaison thiol, enfin je veux dire un thiol au carbone 2. Et troisième carbone, on a un NH2, donc un amino. Le problème dans l'item qu'on nous avait proposé, ce qui était faux, c'était l'ordre de ces trois groupes. Ici en fait, le thiol, il doit se situer après, à la fin, parce que c'est la chaîne principale. Et ensuite, comme on peut le voir ici, ici on classe les substituants par ordre alphabétique. Donc A, C avant E dans l'alphabet. Donc le A est avant le E. Hein, et dans l'item, le T était avant le A. Bon, le thiol, je dis, c'est une fonction prioritaire, donc elle va toujours aller à la fin du nom de la molécule. Ok, on passe à l'item C. L'item C était faux aussi. On nous parlait du 1-carboxy-pentane 3-on. Donc il est faux. Je vais vous dire pourquoi. Donc voici la molécule. Acide 3-oxopentanoïque. Donc ça c'est le vrai nom. Mais ici, on nous parlait de carboxy. Carboxy, c'est le préfixe d'un acide carboxylique. Ce qu'il faut savoir, c'est que ici, l'acide carboxylique, il est toujours la fonction principale. Donc on ne va pas utiliser de préfixe ici, on va utiliser toujours un suffixe. C'est extrêmement rare, c'est même quasiment improbable que vous ayez vous utilisiez le préfixe de l'acide carboxylique. Vraiment, vous utilisez toujours le suffixe. Donc le suffixe de l'acide carboxylique, c'est acide oïque. Au milieu, on a vraiment la chaîne carbonée et les substituants. Donc ici, on n'a pas de carboxy, on a de acide oïque. C'est vraiment un ordre de priorité. Donc ici, on regarde bien, on compte de gauche à droite. Donc 1, 2, 3, 4, 5. On a bien 3, on a bien une cétone. En milieu de chaîne, on est bon. Et acide 3 oxopentanoïque, ça marche très bien. Maintenant, item D, il n'est pas en correction, mais ah mince, on va l'avoir ici. Il est ici. Item D, 4-phénylbutanal. Et bien il est vrai celui-là. C'est la molécule qui correspond, il n'y a pas de problème. Donc phényl, hein, faut bien apprendre par cœur. Phényl, faut bien apprendre tout ça. Phényl, donc c'est un cycle avec des liaisons conjuguées. Donc conjuguées, c'est double liaison, simple liaison. Voilà, on a 3 doubles liaisons, 3 simples liaisons ici. Un cycle à 6 carbones, donc un cyclohexane. Et ça, ici on dit qu'on parle de butanal. Donc ici on a bien 1, 2, 3, 4 carbones. Donc on est bon. Et al, c'est le suffixe de aldéhyde. Hein. Ça c'est un aldéhyde. Donc on commence 1, 2, 3, 4. Et on dit bien qu'au 4e carbone, on a un phényl. Hein, un groupement phényl. Donc on est bon pour celle-là. Dernière molécule, item E. On nous parlait de 2-amidopropanoate de propane. Alors elle est complexe celle-là. On va voir à quoi elle ressemble. Elle ressemble à ça. Alors pourquoi elle est fausse celle-là? Parce que on a dit 2-amidopropanol. En fait un amide, ça c'est un amide, il est obligatoirement en fin de chaîne ou en début de chaîne. Il ne peut pas être en milieu de chaîne. Ici on ne peut pas avoir un amide comme ça n'existe pas. D'accord? En fait ça changerait complètement la nomenclature de la molécule. Donc ça n'existe pas. Un amide dans la nomenclature c'est toujours en fin de chaîne ou en début de chaîne. Dans l'exemple donné dans le sujet, ici on disait que l'amide il était dans un groupe propane, donc 3 carbones. Il était en plein milieu. C'est pas possible. Il est obligatoirement en première ou en 3e position. Ici il va être obligatoirement en première position parce que ici on a un ester. Un ester, ça c'est le groupement ester. Ester qui est relié à un groupement propane.
Donc ici pour la nomenclature, à gauche c'est ce qui est à gauche de l'ester et ce qui est à droite c'est à droite. Donc à droite de l'ester. Donc propane de al. Donc ici on a bien 1, 2, 3. On a bien 1, 2, 3. Donc ici c'est bien propane 1, 2, 3, 3 al. Hein. C'était ça l'erreur. On ne peut pas avoir un aldéhyde pareil en milieu de chaîne, ça n'existe pas, c'est toujours en fin de chaîne. On l'a vu tout à l'heure. Donc voilà pour l'exercice 4, donc les bons items, donc c'est juste l'item D. Voilà. Salut, donc moi c'est Laurine, je suis en deuxième année de médecine et je suis tutrice. Donc je vais vous présenter l'exercice 5. On vous demandait de trouver le nom de cette molécule. Donc on va commencer par compter le nombre de carbone. Donc on a 1, 2, 3 et 4. Ça fait un butane. Ensuite ce qu'il faut faire c'est repérer la fonction principale de la molécule. Ici on voit c'est un acide carboxylique. Hop là. Donc là c'est les 4 carbones. Ensuite on trouve qu'il y en a un fluor et un amine. Donc ensuite quand on a tout ça, on va pouvoir trouver le nom de la molécule. Donc comme on sait que la fonction principale c'est l'acide carboxylique, on va utiliser les suffixes de l'acide carboxylique, donc acide et on va terminer par oïque. Pour la chaîne carbonée, on sait que c'est but parce qu'il y en avait 4, donc c'est en vert. Ensuite on va classer entre l'amine et le fluor en fonction de l'ordre alphabétique. Donc l'amino c'est un A, donc ça va être d'abord par rapport au fluor. Et pour les chiffres, il faut numéroter en fonction de la fonction principale qui est l'acide carboxylique, donc 1, 2, 3, 4. Et ça nous donne un acide 2 amino 4 fluorobutanoïque. Voilà. Ensuite, on demandait une représentation de Cram. Donc la représentation de Cram, c'est la représentation dans l'espace, c'est-à-dire avec les traits qui sont en avant, en arrière et dans le plan. Donc en avant, ça va être un trait plein, en arrière, ça va être en pointillé et dans le plan, juste un trait fin. Je vais vous les projeter. Donc ici, on vous en a dessiné 2. Donc là, on obtient ça. En fait, ce qu'il faut repérer, c'est le carbone asymétrique. Ici, dans la molécule, le carbone asymétrique, c'est celui-là. Parce qu'il est lié à 4 groupements différents, qui ne sont pas jamais les mêmes. Un groupement carboxylique, un amine, et là, une chaîne avec un fluor. Donc celle-ci, on l'a simplifiée comme ça, plutôt que la dessiner, sinon ça aurait été trop compliqué. Le NH2, le H et l'acide carboxylique qui est là. Donc voilà. Maintenant, on va passer à la projection de Newman. Alors, c'est un peu plus compliqué. En fait, il faut se positionner par rapport à la molécule et après, ça va tout seul. Donc, pour la projection de Newman, il faut que votre regard il soit ici. Donc, il faut que vous vous placiez ici pour pouvoir visualiser les choses. Alors, quand vous regardez par là, le groupement qui est en avant ici, il va vous apparaître, du coup, si vous mettez là, le groupement qui est en avant, il va vous paraître à gauche. Alors que le groupement en arrière, il va vous paraître à droite. Il faut que vous mettiez comme si vous étiez là. Hop, OH ici, BR qui est en arrière en face ici. Donc là, c'est ma main gauche et là, c'est ma main droite. Et le CH3, il est dans le plan. Donc c'est ce qu'on retrouve ici. OH à gauche, BR à droite, CH3 en avant. Ensuite, quand vous avez fait ça, vous vous intéressez à l'étage de derrière. Donc là, c'est pareil. Le CH3 qui est en avant, il est là. Le H qui est en arrière, il est là. Et du coup, main gauche, main droite, dans le plan. Gauche, droite, dans le plan. Et là, vous avez votre projection de Newman. Il faut vraiment vous visualiser la chose et que vous déplacez vos regards par rapport à la molécule. Maintenant, la représentation de Fischer. Donc là, c'est pareil, sauf qu'on va regarder d'une autre manière. Donc on va faire par étapes. Déjà, la première étape qu'il faut vraiment retenir, c'est que la chaîne carbonée soit représentée verticalement. Donc c'est ce que je vous ai surligné ici en jaune dans la réponse à la fin. Mais pour arriver là, il y a encore quelques étapes. Donc on va commencer par tourner la molécule, parce que ce qu'on veut, c'est que notre chaîne carbonée soit en haut et dans le plan, comme dans la deuxième image. Et pour ça, il va falloir faire une rotation ici. Donc je vais prendre des stylos. Ok, donc là vous avez votre CH3 qui est là, c'est mon stylo bleu. Votre H, c'est mon stylo noir, qui est du coup là, lui en avant, lui en arrière. Et mon Cl, c'est mon stylo vert.
Nous, on veut que le CH3, le stylo bleu, arrive dans le plan, qu'il soit plus en avant mais dans le plan. Du coup, on va commencer à tourner comme ça. Hop, le H qui était, mon stylo noir qui était déjà en arrière, il reste en arrière, comme on voit dans la deuxième image. Le CL qui était d'abord dans le plan, cette fois il est en avant. Et mon CH3, il est bien dans le plan tout droit. Donc on obtient ce qu'il y avait écrit là. Maintenant qu'on a fait ça, il va falloir que on place notre regard différemment. Et là, je vous ai mis des images. Donc là, il faut se projeter. Donc la dame, là, c'est le carbone qui est là. Son bras en avant, c'est quand vous regardez en avant, c'est le CL qui est du coup bien placé en avant. Le H qui est le bras derrière, c'est le H qui est là. Donc là, vous placez votre regard pour la projection de Fischer, la représentation de Fischer, vous allez vous la regarder dans le dos. Pourquoi? Parce que le regard, normalement, se met en dessous. Et donc là, si vous vous mettiez en dessous de la molécule globale, il faudrait que vous regardiez dans le dos de la dame, qui est le carbone. Je vais vous montrer. Donc là, c'est votre regard. Donc quand vous imaginez la femme de derrière, et bien vous trouvez ça. Donc là, c'était nous, on était là tout à l'heure. Maintenant, on est dans son dos. Donc le CL qui était en avant, c'est son bras gauche. Le H qui était en arrière, c'est son bras droit. Et c'est ce qu'on trouve pour placer les atomes gauche ou droite dans la projection de Fischer. C'est le même principe avec OH et BR. OH et BR, ça aurait été... OH, il aurait été là, BR ici. Et quand la dame se serait retournée, et ben on aurait trouvé OH à gauche et BR à droite. Voilà, donc ça c'est pour pouvoir placer vos atomes dans la représentation de Fischer. Maintenant, il y a aussi une autre règle, c'est qu'il faut que votre chaîne la plus oxydée soit le plus haut possible. Donc là, c'est ce qu'on a respecté en mettant le OH que j'ai entouré le plus haut possible. Voilà, maintenant il faut vérifier qu'on a tout bien respecté. Donc là, c'est bon. On a notre chaîne carbonée qui est bien en jaune, là, qui est bien représentée verticalement. Nos groupements qui sont bien placés en fonction de la molécule initiale. Et le groupement oxydé qui est le plus haut possible. Donc c'est ça la représentation de Fischer. Maintenant, donc là on vous avait donné cette grosse molécule là, et il fallait compter le nombre d'hydrogènes. Donc là, il faut compter, il faut faire hyper gaffe de ne pas en oublier certains. Soit avec les doubles liaisons, il ne faut pas mettre H2 parce que s'il y a double liaison, il n'y a qu'un H ici. Et il faut compter. Donc là j'ai surligné, ce sera plus simple. Donc quand on les comptait, ça faisait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24. Donc là, faites vraiment gaffe aux doubles liaisons, n'oubliez pas des H, essayez vraiment de prendre du temps sur ça quand il y a ça au partiel, pour pas se tromper, parce que c'est une question super facile, mais bon, quand on est stressé, parfois ça pose un peu problème. Ok, donc je vais passer au dernier exercice, donc l'exercice 6. On va commencer par des questions de cours qui sont quand même importantes déjà pour vous rappeler un peu ce qui se passe. Et puis pour les questions au partiel, ça peut tomber, donc c'est bien de les maîtriser. Alors, un stéréoisomère, qu'est-ce que c'est? Un stéréoisomère, il faut retenir qu'il a la même formule brute. Enfin, deux stéréoisomères, ils ont la même formule brute, la même formule semi-développée. La seule chose qui va changer, c'est la représentation dans l'espace. Donc la représentation de femme dont j'ai parlé tout à l'heure, avec les liaisons en avant qui sont des traits pleins, les liaisons en arrière, les pointillés, et les liaisons dans le plan. Donc ça, c'est vraiment la seule chose qui va changer. Quels sont les deux types de stéréoisomérie? Donc on en a donné deux. La stéréoisomie de conformation. Là, la seule chose qui est importante à retenir, c'est que ça va être la même molécule avec seulement une rotation autour d'un carbone. Donc ça va être toujours la même formule brute. La seule chose qui change, c'est la simple rotation autour d'une liaison. Alors que la stéréoisomérie de configuration, on ne pourra pas tourner, il va falloir casser la liaison. Et ça, je vais vous donner des exemples tout à l'heure, comme ça, vous allez plus comprendre. Donc là, c'est les exemples. Donc ici, on a une stéréoisomie de conformation. En fait, c'est une rotation autour du carbone, là, vous voyez, ça a tourné, et du coup, les groupements sont les mêmes. En soi, l'ordre est le même, mais c'est juste qu'ils n'ont plus la même place dans l'espace. Alors que dans une stéréoisomérie de configuration, on a dû casser la liaison parce qu'on ne peut pas tourner autour d'une double liaison carbone, c'est pas possible. Du coup, pour passer de là à là, on a dû casser la liaison pour réarranger. Et ça, c'est configuration. Donc moi, ce que je retenais, c'est pour configuration, c'est un mot assez dur, configuration. Donc ça casse
Alors que conformation, c'est un peu plus light, donc on tourne. Maintenant, la deuxième question, donc on demandait les carbones asymétriques. Je vais vous rappeler rapidement ce que c'est un carbone asymétrique pour qu'on puisse répondre efficacement à la question. Donc un carbone asymétrique, c'est un carbone tétraédrique. Ça veut dire qu'il est lié à 4 atomes qui sont tous différents. Ici, dans la molécule, on en avait 2. On avait celui qui était ici, parce qu'il est lié à un NH2, à un BR et à une chaîne carbonée avec un amine. Et ici, parce que pareil, il est lié à une chaîne ici, à un NH2 ici, plus à un H. Là, il fallait faire attention à ne pas prendre le 5e atome, le 5e carbone, parce qu'il n'était pas asymétrique. C'était un petit piège parce qu'il n'était pas asymétrique. Donc voilà. Et ensuite, dernière question, on vous demandait de déterminer l'énantiomère de cette molécule-là. Donc là, il y a une technique. Il faut prendre l'image du miroir. Vous l'avez peut-être vu au lycée. Donc là, imaginez que c'est un miroir. Bon, imaginez que celle-ci, elle n'existe pas encore. Pour mettre dans le miroir, on va juste tout refaire pareil, comme si vous voyez votre visage dans un miroir. C'est-à-dire que le BR, hop, on le redessine dans le plan. Tout est pareil, hein. Tout est exactement pareil, sauf que finalement, ça nous donne quand même des énantiomères, puisque quand on les superpose, ils ne sont pas superposables comme ça. Ensuite, pour trouver le deuxième énantiomère, là, il faut se placer son regard à un autre endroit. Il faut que vous vous mettiez derrière cette molécule-là, comme si vous la regardiez dans l'autre sens. Et ce qui va changer, en fait, c'est seulement que les liaisons qui étaient en arrière, elles vont passer en avant, et celles qui étaient en avant passent en arrière, parce que vous avez changé de regard. Vous êtes mis derrière, donc ce qui était derrière avant, et devant maintenant pour vous. Et c'est tout simple, et ça va vite, et puis c'est assez représentatif, et donc voilà. Là, vous avez trouvé vos deux énantiomères. C'est terminé.